Donc pour parler de cette enquête téléphonique, nous avons avec nous Sébastien Moulina de la société Connaissance. Vous avez vu, c'est plus Marc Tissé d'Orfeuille, il a changé, il s'est rasé la barbe. Il a pris la barbe. Il est un peu moins grand. Donc Sébastien va être à nos côtés durant toute la soirée pour présenter les résultats de cette enquête, avec bien entendu le maire d'Alès et président de l'agglomération, Max Roustan, et puis quelques témoins que nous inviterons à nous rejoindre au cours de cette soirée sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, nous allons attaquer par, disons, la présentation un peu globale de cette enquête par Sébastien Moulina, à qui je cède la parole. Ah, merci Bernard. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir monsieur le président et monsieur le maire, puisque vous êtes ici avec la double casquette de la ville et de l'agglo de Alès Agglomération. Nous allons ce soir vous présenter les résultats donc, de cette enquête qui s'est déroulée du 18 au 22 mars et également les jours suivants pour des rappels, pour compléter pour ceux qui ont volontairement souhaité être rappelés plus tard ou qui n'étaient pas encore joignables. On a fait jusqu'à 6 tentatives sur l'ensemble des numéros qui étaient à notre disposition. Vous l'avez sous les yeux, 34 438 appels, enfin en tout cas décrochés. Cela veut dire que dessus, vous avez non pas simplement ceux qui ont répondu, mais également des répondeurs qui ont été détectés, et les répondeurs ont été à nouveau rappelés, pour arriver à un chiffre que nous allons voir dans la diapo suivante, mais celui-ci est important, il est arrivé à 26 663 foyers finalement joints, et les réponses aux questions ont été de 8 427. Une participation en hausse par rapport à 2012, même si le nombre de communes n'était pas la même, on était encore sur Alès, sur le Grand Alès, avec l'augmentation du nombre de communes et la création d'Alès Agglomération. Vous avez un plus grand nombre de foyers concernés, mais vous avez aussi une augmentation de cette participation d'environ un peu moins d'1%, mais qui est quand même significatif. Alors justement, la première question qu'on voudrait se poser, c'est est-ce que les nouvelles communes arrivées à l'agglomération ont participé de la même façon que les communes plus anciennes du Grand Alès? C'est une mesure, c'est quelque chose qui est facile à mesurer puisque nous les avons comparés avec les résultats quand il y avait le Grand Alès et maintenant Alès Agglomération. Nous avons une représentation quasi identique à la démographie de l'ensemble des communes, des 50 communes de votre agglomération. Nous avons à peu près, Alès compte pour 42% dans votre agglomération, et nous avons à peu près 44-45% des Alésiens qui composent l'ensemble des réponses obtenues. Ce qui est intéressant aussi, ce sont l'ensemble des messages laissés sur la boîte vocale qui était à votre disposition. Ils sont au nombre de 1372 et ils représentent à peu près 6 heures d'enregistrement qui vont être exploités, qui vont être transmis à la mairie et qui vont permettre aussi à l'agglomération de répondre à des petites préoccupations des uns et des autres, des préoccupations personnelles, des préoccupations d'une rue, d'un détail de la vie courante, mais qui vont permettre aux services de répondre au mieux aux attentes de la population. C'est ce que nous faisons à longueur d'année, nous faisons à peu près une quinzaine de consultations comme celle-ci, mais Alès, finalement, est celle qui, comme une autre petite agglomération dans le sud-ouest, le fait chaque année, mais elle a été pionnière dans cet exercice direct de démocratie directe vis-à-vis de la population, et cette 12e enquête téléphonique nous a permis de répondre à un certain nombre de questions importantes pour vous, Monsieur le Président et Monsieur le maire, sur l'avenir et sur un instantané, une photographie de ce qu'est Alès aujourd'hui et de ce que sera Alès demain. Donc 1372 messages. On a envie de vous poser la question, est-ce que ce sont que des messages de félicitations pour Max Roustan? Non. Moi, j'ai commencé à lire quelques-uns, parce que non, les 1300, je ne les ai pas épuisés, mais je les ai classés. Voilà. Grosso modo, il y en a 1000 qui sont positifs, il y en a 60 qui sont mitigés, et une trentaine injurieux. Voilà, parce que nous avons Vous avez le schéma. Nous avons pris le parti de vous retransmettre dans l'intégralité ces messages, même lorsqu'ils étaient un petit peu désagréables, mais
peut-être un certain nombre de personnes, ont souhaité avoir un moyen d'expression et pouvoir s'adresser directement aux élus. Il y en a qui rompent l'anonymat en disant « je suis madame un tel de telle rue, de telle commune et j'ai un problème », et il y en a d'autres qui restent totalement anonymes. La CNIL, qui va contrôler nos travaux, nous oblige à rester et à maintenir cet anonymat qui est très important pour la population, puisqu'elle peut comme ça s'exprimer librement, et puis ensuite, après, pour les élus, pour avoir quelque chose, un dialogue réel, et non pas simplement un élu face à des personnes qui seraient peut-être un peu gênées par une expression directe. 1100 personnes ont également souhaité ne plus être rappelées. C'est une obligation de la CNIL de dire « j'ai été appelé, mais je n'ai plus envie d'être rappelé l'année prochaine ». Et comme c'est un exercice que l'on fait d'année en année, ceux qui ont demandé à ne plus y être l'année dernière n'ont pas été appelés cette année. Alors, penchons-nous un petit peu sur des statistiques assez pertinentes sur la répartition des genres, on va dire, des répondants. C'est toujours une majorité féminine qui est de l'ordre de 56,3% et de 36% pour les hommes. Et les répartitions par âge, vous le voyez, elle est très classique, avec une faible représentativité des moins de 25 ans, mais comme dans toutes nos consultations, c'est la plus grosse difficulté. Et cette année, pour essayer de l'améliorer, nous avons appelé un certain nombre de portables. La répartition géographique, j'en ai parlé tout à l'heure, avec une représentation classique, qui correspond à la réalité du territoire, à 45,3 contre 54,7 sur les autres communes d'Alès Agglomération. Avec juste un petit changement, c'est que jusqu'à présent, Alès était majoritaire, et dans la nouvelle agglo, Alès ne représente plus la majorité, mais seulement 42% de la population d'ailleurs. Et là, on est à 47% des réponses, ce qui veut dire qu'on est très proche de la réalité démographique. Alors, Monsieur le Président, on y va. On va rentrer dans le vif du sujet d'Alès Agglomération. Donc cette agglomération a été créée au 1er janvier 2013. Elle est issue donc de la fusion de 4 intercommunalités. Elle regroupe 50 communes et aujourd'hui 100 000 habitants. C'est une information qui est partagée par 71,1% d'Alès Agglomération. Nous avons souhaité le comparer avec les seules réponses de la commune d'Alès. Et on remarque qu'il y a une plus petite majorité, ou en tout cas quelques points de plus, pour les autres communes hors Alès, qui ont finalement un peu mieux partagé cette information. Oui, ça s'explique peut-être parce qu'Alès vit depuis 10 ans en agglomération et n'a pas été sensibilisé plus que ça par rapport à l'agrandissement de la collectivité nouvelle. Voilà, bon, ça reste à la marge, mais c'était un petit quelque chose que l'on voulait vous montrer. Ensuite, pensez-vous que cette nouvelle agglomération est une chance pour l'avenir de notre territoire? Vous avez un ensemble Alès Agglo de oui tout à fait et oui peut-être à 84,9%, ce qui est très clair comme majorité, et un Alès Agglomération à non, pour le non à 11,4%, et vous voyez, les autres, ce sont des noms, ne se prononcent pas ou pas de réponse, qui ne sont pas forcément représentatifs, mais qui montrent quand même que la plupart donnent une réponse à cette question, et montrent également que la ville d'Alès a compris l'utilité de cette agglomération pour elle, pour son avenir, et peut-être que dans les autres communes, il n'y en a qu'une qui était plus mitigée, mais une seule sur les 50, finalement. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Simplement dire qu'effectivement, les Alésiens ont compris que dans notre actualité aujourd'hui, on ne pouvait pas rester dans notre périmètre qui est le nôtre communal, et qu'il fallait effectivement, si on souhaitait, si on avait la volonté de pouvoir évoluer, aller chercher plus loin. Alors on le voit au travers évidemment de la réponse pour la communauté d'agglo, on le verra tout à l'heure dans le cadre du pôle métropolitain. Je crois qu'Alès est une ville qui s'ouvre sur le monde et effectivement, on a la démonstration là que les Alésiens paraissent satisfaits évidemment de ce territoire. Et qui leur apportera effectivement, Bernard, dans la mutualisation, un train de vie qu'on ne pourrait peut-être pas tenir s'il n'y avait que la commune. Juste une petite remarque, puisque hier soir, l'agglomération a voté son budget,
et qu'une fois de plus, ce budget a été voté à l'unanimité des conseillers. Oui, c'est quand même exceptionnel. On ne s'y attendait pas non plus, j'en ai été même surpris d'ailleurs. Je m'en félicite, pas pour moi, mais pour les habitants de ce territoire. Alors, question suivante. On va parler du journal Alès Agglomération, qui s'est substitué au 1er janvier au journal du Grand Alès. 3 numéros sont déjà parus. L'avez-vous déjà reçu chez vous? Là, on s'aperçoit que le journal est excellemment bien reçu, puisqu'on est autour des 80%, que l'on soit sur l'ensemble, sur l'Alès Agglomération ou sur la commune d'Alès. Donc, on peut se féliciter, Bernard, de ce démarrage, hein, de ce nouveau média local qui est entré dans le quotidien de l'ensemble des habitants de l'agglomération. Oui, d'autant que ce n'est pas une diffusion facile sur un territoire très dispersé, avec des communes, avec des maisons très dispersées aussi. Et malgré quelques disparités, il y a 1 ou 2 communes encore où il va falloir améliorer la distribution. Mais on est très satisfait de ce résultat, d'autant que tout le monde le sait, les élus sont très chatouilleux sur la distribution de leur journal. Donc et là, sur la diffusion de l'information. C'est une bonne chose pour nous. Alors ensuite, sur le même thème, pour ceux qui ont répondu oui à la question, trouvez-vous que ce journal est intéressant? Et là, on a sur l'ensemble de l'agglomération un 92,6, c'est un quasi plébiscite, et sur Alès Ville, 94,8. Alors, pour ce journal, c'est une équipe? C'est un fonctionnement ici, à l'agglo, à la mairie? Comment ça fonctionne? Oui, le journal est réalisé entièrement, sauf l'impression, par le service communication mutualisé Ville Agglo, il faut le préciser. On ne le dit pas assez souvent que les services sont mutualisés. Donc c'est une équipe qui est organisée autour de Christine Zanella, qui est la directrice de l'information, qui est peut-être par là et qui nous rejoindra tout à l'heure. Elle devrait être. Et qui est donc aujourd'hui avec un journaliste depuis quelque temps, puis un nouveau journaliste qui vient d'arriver, ainsi que 2 photographes et des maquettistes. Donc c'est un journal qui est fait vraiment en direct et qui est au plus près justement de la réalité de ce terrain, quoi. Voilà, c'est un véritable journal d'information. D'ailleurs, on avait reçu il y a 3 ans le premier prix national du journal des communautaires. Des journaux territoriaux. Et là, donc, chaque commune a un espace et peut donner son information et faire passer des messages. Absolument. Les 50 communes ont une rubrique et donc il y a un réseau de correspondants qui a été créé. Et dans chaque commune, il y a un correspondant du journal du Grand Alès. Très bien. Du journal d'Alès Agglomération, excusez-moi. On n'est pas habitué encore. Alors, thème suivant. Les élus d'Alès Agglomération travaillent actuellement à l'élaboration d'un projet de territoire pour les 10 prochaines années. Quelle doit être, selon vous, la priorité du territoire pour les années à venir? Et là, on a un thème important dans la vie des Français et des habitants d'Alès Agglomération, c'est le développement économique et industriel, finalement l'emploi, hein, qui arrive en tête, et largement en tête, devant la qualité de vie et l'environnement. Si on se penche un petit peu sur les résultats des années antérieures, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un changement, en tout cas un changement significatif dans le souhait des habitants sur la priorité du territoire. Peut-être souhaitez-vous en dire un mot, Monsieur le Président? Je crois que oui, parce que c'est un des éléments importants aujourd'hui. D'ailleurs, les sondés, les appelés, ont répondu effectivement favorablement, alors qu'ils ne le faisaient pas il y a 5 ans. On a inversé complètement les votes depuis 5 ans. Ce qui veut dire, contrairement à ce que certains disent, que cette enquête n'est pas un plébiscite ni pour le maire ni pour le président, mais tout simplement une vision qu'ont les habitants, les administrés de cette communauté d'agglo, et ils nous le font savoir. Alors c'est vrai que je me suis peut-être un peu trompé, j'avais dit développement économique lors de mes vœux, du tourisme en second, et de la ruralité. Je crois qu'ils ont positionné celle qui était avant la qualité de vie et de l'environnement, qui est précédée avant le développement économique industriel. Donc effectivement, la situation actuelle, surtout nationale, on va y revenir pour le local, fait que les gens sont sensibilisés aujourd'hui sur l'économie et l'industrie, le développement industrie, parce que l'emploi est un des éléments évidemment majeurs de la situation actuelle. Alors, Bernard, nous avons, je crois, on a peut-être des témoins, des invités. Donc, j'ai aperçu tout à l'heure Monsieur Frédéric Vallat de la société SGAI. Excusez-moi, j'ai un peu les lumières dans les yeux. On voit très bien. Voilà. Qui fait partie, qui est la société SGAI, qui s'est installée sur le site Richard Ducrot de Conillère,
donc, qui va nous rejoindre. Et on avait aussi M. Benabila, qui devait être parmi nous, de la société SDTech, mais je ne sais pas s'il est arrivé ou si... Bonsoir. C'est important aussi que de temps en temps, tous ces directeurs d'entreprise se montrent un peu et qu'on les voit, parce que bien souvent, ils sont dans l'ombre et on ne les connaît pas. Donc c'est important. À l'honneur. Ah, M. Benabila est en train de se garder. Voilà, M. Benabila, donc, qui est le PDG de la société SDTech. Bonsoir, bienvenue. Je ne vous expliquerai pas ce que fabrique exactement la société SDTech, parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, il me l'a expliqué une fois, mais je n'ai pas tout retenu. Donc c'est une société qui est basée à Piste Oasis, qui s'est considérablement développée, qui a pu s'installer dans des nouveaux locaux avec l'aide de la SEM-ALES, et qui vient aussi d'être distinguée par la Tribune comme parmi les 30 entreprises les plus innovantes de la région Languedoc-Roussillon. Mais je crois que ce qui est intéressant avec M. Benabila, c'est peut-être qu'il nous parle un peu de son parcours, parce qu'il est assez exemplaire de ce qu'est aujourd'hui le modèle de développement économique alésien, à travers un parcours qui est passé par l'école d'ingénieurs de l'école des mines et ainsi de suite. Donc il va peut-être un peu nous expliquer tout ça. Et ce qu'il pense du territoire. D'accord. Alors, Jalil Benabdillah, je dirige la société SDTech, qui veut dire Solide Divisé Technologie, en fait, qui est une société spécialisée dans les nanos et les micro-poudres à destination des industriels de différents secteurs, le secteur de la pharmacie, de la cosmétique, de la chimie et de la céramique, enfin tous différents secteurs, mais notamment ces trois-là. Puis, de temps en temps, on travaille avec l'agroalimentaire. SDTech, le parcours, c'est je suis un ancien élève de l'école des mines d'Alès. Viens avec moi, parce que là, on ne te voit pas. Je suis désolé, plus fort. J'étais. Ah ben, prends la chaîne, voilà, je suis ancien élève de l'école des mines d'Alès, très ancien même. Et suite à l'école des mines où j'ai fait l'option matériaux, donc je suis ingénieur matériaux, j'ai fait le DEA et le doctorat à l'université de Montpellier. Donc je suis resté pas très loin. Toujours dans le domaine du génie particulaire, donc le génie des procédés de toutes petites particules. Voilà, suite à ça, j'ai intégré l'incubateur de l'école des mines. Donc je suis ce qu'on appelle un pur produit de l'école des mines et de la ville d'Alès, en fait, c'est ça. Donc j'ai développé mon projet avec mon collègue et ami Aziz Aïtamer. Et puis l'aventure a commencé. Il a fallu 3, 4, 5 ans pour mettre en place tout ça, parce que c'était un projet industriel qui nécessite des investissements très lourds. Et puis petit à petit, donc on a structuré la démarche. Et en 2006, à l'aide de la SEM d'Alès notamment et de l'agglomération, on a pu construire notre propre bâtiment. Et donc l'aventure économique a démarré. Et donc SDTech aujourd'hui, c'est une entreprise qui représente quoi en termes de salariés Alors nous sommes une petite entreprise, nous sommes passés de 8 à 22 salariés aujourd'hui en 2 ans et demi. Nous recrutons en ce moment, nous sommes sur un rythme de recrutement de 5 à 10 salariés. Par exemple en 2013, on prévoit 8 à 12 salariés supplémentaires. Avec une spécificité, c'est qu'un salarié sur 2 à peu près est un ingénieur ou un docteur ingénieur. Donc on a une employabilité très qualifiée, ce qui fait qu'on n'a pas un volume de salariés très élevé, parce qu'on pourrait recruter un ingénieur et 15 opérateurs. Nous, on fait à peu près 50-50, donc cadre et technicien ou opérateur. Et donc les marchés que vous traitez, vous les traitez avec qui, dans quel domaine aujourd'hui? Alors on traite historiquement, puisqu'on était des élèves de l'école des mines, on travaillait beaucoup avec l'industrie minérale et l'industrie chimique. Donc on travaille avec tout ce qui est avec Lafarge, Saint-Gobain, Rhodia. Et puis, progressivement, d'autres industries, d'autres secteurs sont venus nous chercher et on n'a pas hésité à y aller. Donc, la cosmétique, aujourd'hui, on a des clients comme L'Oréal, comme Pierre Fabre, comme Sanofi ou GlaxoSmithKline. Et récemment, on a eu des gens comme Airbus qui nous ont sollicité pour un projet que tout le monde connaît. C'était les fameuses poussières du volcan islandais qui ont bloqué le ciel européen. Donc, on participe aujourd'hui à l'analyse et à la caractérisation de ces poussières de volcans islandais avec Airbus. Donc quand vous êtes arrivé un peu en cours de route, je reviens sur la question qui était posée dans le cadre de l'enquête téléphonique, dans laquelle on voit que la population d'Alès Agglomération place le développement économique et industriel au premier rang de ses préoccupations. Vous qui êtes dans ce domaine-là pleinement, comment est-ce que vous analysez, vous, les actions qui sont menées sur le territoire alésien et grand-alésien et de l'agglomération sur ce thème-là, justement? Alors, je crois que si j'étais un insatisfait, je ne serais peut-être pas ici pour témoigner. Moi, je suis franchement pleinement
disons, heureux d'être dans ce bassin d'Alès, parce que d'abord, on avait idée de partir, d'emmener l'entreprise dans d'autres contrées, notamment la vallée du Rhône, où il y a un pôle chimique très important, où notre clientèle était plutôt proche de nous. Et finalement, nous ne regrettons pas d'être restés ici. On a été très très bien accompagnés, et c'est pas seulement pour passer, on va dire, dire des gentillesses à monsieur le maire qui est à mes côtés, mais c'est une réalité. Il y a une sorte de consensus, on va dire, presque politique autour de l'économie ici à Alès dans l'agglomération. Tous les acteurs économiques nous ont soutenus à un moment ou à un autre dans notre développement. Nous en sommes les premiers bénéficiaires, les premiers heureux. Donc, que voulez-vous qu'on aille faire ailleurs si ici on a tout ce qu'il faut? Très bien. C'est vrai. Donc, on a un contexte aussi, on va dire, touristico-naturel, c'est ce que vous voulez, qui est très favorable. Donc, la vie ici est très agréable. On trouve des opérateurs très qualifiés ici, on trouve des techniciens de bon niveau. Les ingénieurs, les cadres supérieurs, on va les chercher là où ils sont. Mais par contre, tous ceux qui sont venus sont restés et se plaisent ici. Très bien. Donc, ils investissent, ils achètent des appartements, des maisons. Et donc, c'est très bien pour la... Ça ne nous a pas empêché de figurer dans le dernier palmarès, à notre surprise réelle. Et nous sommes très honorés de faire partie des 30 PME les plus innovantes de la région. Sur cette question, moi, je voudrais juste revenir. Oh, merci. On peut. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais juste revenir vers Sébastien Moulina, parce que cette question, quand même, elle pose un problème, c'est qu'on demande aux gens de choisir un seul item. Et c'est vrai que peut-être que les autres domaines aussi font partie de ce qui... C'est quand même l'économie, c'est ce qui vous mobilise le plus, mais les autres, comme l'a dit M. Benabila, ne sont pas à négliger quand même. En effet, mais le développement économique et industriel apparaît comme la priorité, et derrière ce thème-là, il y a l'emploi. Et l'emploi est la préoccupation première des Français aujourd'hui et depuis quelques années. Il y a derrière cela un peu plus que des mots, et le territoire d'Alès Agglomération répond à ce besoin, et donc il est dans la tête aussi de vous, des habitants de l'agglo, un peu plus en priorité que d'autres qui, comme la qualité de vie et l'environnement, ont fait l'objet durant des années d'une politique de développement, d'amélioration, de fleurissement, que sais-je encore. Pour autant, les autres thèmes existent. Ils se répartissent équitablement en fonction de l'âge, en fonction de la commune d'implantation des habitants et surtout de l'ancienneté sur le territoire. Parce que quelqu'un qui a connu le territoire d'Alès il y a 15 ou 20 ans, il n'est pas le même que ces personnes qui arrivent ici à Alès, et cette population, dans les nouveaux qui ont participé cette fois-ci, il y en a quand même 15% qui n'étaient pas là il y a 5 ans. Donc c'est très important de voir que ça apparaît comme une priorité, mais derrière, il y a d'autres thèmes importants et il y a des réponses qui sont homogènes en fonction de l'âge, de la ville ou du village dans lequel on habite. Même des villages. Même les villages et également l'ancienneté dans ce territoire. Bien, non, mais merci. Vas-y, je vous en prie. Juste un petit témoignage qui va dans ce sens. Quand on a recruté notre responsable recherche-développement, qui est un poste assez important, assez technique, on a eu plus de 50 candidatures à travers la France. Et l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, qui gérait ce recrutement, nous avait demandé qu'est-ce que vous avez comme argument pour attirer les jeunes à venir à Alès. Et en fait, en réfléchissant bien, on n'en a pas. La Alès se défend d'elle-même. Et les entreprises se défendent d'elles-mêmes avec leur technicité et leur ambiance sociale, on va dire. Et les avantages qu'ils peuvent proposer à leurs salariés. Et en fait, les personnes qu'on a recrutées et qui sont venues faire les entretiens, nous n'avons pas eu besoin de les convaincre que Alès est un territoire où il fait bon vivre. Ils étaient déjà, on va dire, très convaincus. Ce qui fait la différence, c'est les interlocuteurs, c'est l'environnement économique et technique, parce que l'environnement autre que économique est déjà assez favorable comme ça. Voilà. Oui, je crois que faire remarquer, merci. Merci. Ça répond un peu à l'interrogation, c'est qu'effectivement, la priorité qu'on s'est donnée il y a quelques années de la qualité de vie dans ce bassin, alors c'est vrai que nous avons un environnement qui est relativement favorable, mais fallait-il encore transformer cette ville? On a fait les médiathèques, on a fait des centres nautiques, on a fait évidemment des salles de sport, on a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait effectivement, créer un environnement favorable
pour que les entreprises puissent venir. Un maire ne crée pas l'emploi. L'emploi qu'il crée, c'est de l'impôt. Donc ce n'est pas de l'emploi. Hein. Donc je crois qu'il faut bien réaliser que l'environnement est quelque chose d'important dans le cadre d'un développement d'un territoire. Et si on n'a pas cette idée première ici, on ne retiendra pas les gens. Regardez le centre hospitalier d'Alès. 500 emplois de plus en 10 ans. Des compétences nouvelles qui nous arrivent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le top du top au point de vue technique de l'hôpital. Et ce qui fait que nous avons aujourd'hui, on a inauguré l'oncologie il y a 7 ou 8 jours, l'IRM arrive, on va avoir un hôpital qui sera digne de ce nom, et la santé compte énormément évidemment pour les gens quand ils recherchent un lieu pour s'implanter, l'environnement, la santé, les loisirs. Et puis le travail évidemment. Mais là, comme je disais, nous ne l'inventons pas, on essaie de créer les conditions les plus favorables possibles, et ça s'est fait, on va le voir dans la question suivante. Dans la question suivante, parce que si aujourd'hui, on a pu faire ce qu'on a fait dans cette question, c'est que parce qu'il y a 20 ans, on y a pensé, vous n'étiez pas là. Non. Voilà. Donc, on a créé ce qui s'appelle Alès Mériapolis, que tout à l'heure tu signalais, Alès Mériapolis qui est un guichet unique, où un chef d'entreprise ou un gars qui sort de l'école des mines trouve rapidement tout ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin. On verra plus tard dans les diapos et sur le budget qu'on a voté, les éléments supplémentaires qu'on met en place, effectivement, pour retenir un maximum tous les gens comme lui, comme ce monsieur-là, qui a grandi à Alès, à l'école et à Alès, et qui aujourd'hui est leader dans la technologie qu'il exploite sur Alès. Donc je crois qu'on a eu raison, le pôle mécanique en fait partie, tout le monde a souri à l'époque, quand on a fait cet outil aussi, à Mériapolis. Le pôle mécanique, c'est un outil où on ne délocalise pas l'entreprise, puisque son outil est fixe. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, entre les bonnes conditions créées d'environnemental, les conditions d'accueil des entreprises qui sont aujourd'hui créées, les choses vont bien. Je crois qu'on a encore, tu parlais tout à l'heure de la réunion d'hier soir au niveau les agglos, nous avons vendu 7 terrains pour les entreprises nouvelles. Cela nous permet peut-être de prendre un autre exemple, Bernard. Hein. Nous avons un deuxième invité qui va pouvoir commenter notre question qui s'est affichée, mais je te laisse le présenter. Donc, peut-être passer le micro à Frédéric Vallat. Donc, j'ai un peu présenté tout à l'heure. Donc, qui est, bien entendu, le directeur de l'entreprise SGAI, qui nous présentera cette entreprise tout à l'heure, qui s'est installé donc dans ces locaux qu'on voit derrière, qui sont les plus vieux locaux de Richard Ducrot sur Alès, les locaux historiques, je dirais, à Connières. Et donc, sur une partie où tout le bâtiment, il va nous l'expliquer. Donc, ces bâtiments qui aujourd'hui, retrouvent vie grâce à cette entreprise. Donc, Monsieur Vallat, on va peut-être vous laisser vous présenter. Oui, bonsoir. Oui, donc, on est arrivé en juin dernier sur l'agglomération d'Alès. On était à la recherche, à travers un projet industriel, de locaux plus grands que ce qu'on pouvait avoir sur nos sites respectifs il y a quelques mois. Et donc on travaillait depuis plusieurs mois avec différentes agglomérations et différents points dans le Gard à une implantation et un regroupement de diverses activités de notre groupe. Donc on a travaillé plusieurs mois avec les gens de l'agglo sur différentes solutions et s'est dégagé au cours du temps une solution sur les anciens bâtiments de Richard Ducrot. Donc aujourd'hui nous occupons l'intégralité du site avec donc sur 3 entreprises. Il y a une entreprise alésienne aussi qui nous a rejoint, qui est la société GTS qui fait du traitement de surface. Et donc on a pu mettre en œuvre notre projet industriel et créer réaliser ce qui était notre objectif. Donc aujourd'hui, votre société, c'est combien de personnes sur le site alors ? Ça fluctue en fonction de notre activité. On a varié, donc en décembre on était autour de 240 sur le site. En ce moment nous sommes à peu près 90. Donc on va revenir peut-être à la question, puis on verra avec vous. Ça nous a permis d'introduire notre intervenant, mais la communauté d'agglomération a joué un rôle majeur pour cette réindustrialisation. Je crois que là, je reviens à ce que disait, on ne crée pas l'emploi, mais on crée l'environnement favorable.
Et là, on est sur un sujet vraiment brûlant sur Alès, où effectivement, on peut faire deux petits commentaires. Le premier, c'est que lorsque cette terrible nouvelle est arrivée sur Alès de la fermeture des établissements de Richard Ducrot, vous avez tous connu, et vous avez tous participé, certainement, comme tous les Alésiens, à cette grande manifestation de soutien pour que, effectivement, elle continue à vivre. Nous y étions. Lorsqu'il a fallu prendre à bras le corps le problème, envers et contre tous, comme d'autres problèmes d'ailleurs qu'on parlera après, mais la communauté d'agglomération s'est mise en marche. S'est mise en marche seule, à la fois intellectuellement et financièrement. On avait pris le pari à cette époque-là que, un an après, Richard Ducrot serait réindustrialisé. On l'a classé dans le plus, de telle manière que cette parcelle de patrimoine alésien reste industrialisée, malgré qu'elle est en cœur de ville. Certains auraient pu en profiter, effectivement, pour dire qu'il faut mettre ça en rocade, et on laisse ce patrimoine-là à la construction pour les habitants ou des espaces autres. On a voulu, parce que d'abord j'ai travaillé chez Richard Ducrot, je connaissais l'entreprise, et ensuite parce qu'effectivement, je crois que là il y avait un symbole fort pour ce bassin qui a énormément souffert de la désindustrialisation, de conserver ce patrimoine. Et effectivement, alors dans la recherche, nous avons trouvé cet homme courageux, parce qu'il faut l'être aujourd'hui, monter une entreprise aujourd'hui dans les contextes actuels, il faut l'être. Et je crois que nous avons pendant un an bien travaillé ensemble. Ça n'a pas été facile, il a fallu passer des étapes qui étaient compliquées. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que 2 ans après et demi, on a pratiquement reformé le même capital d'humain au travail. Donc juste peut-être, oui. Vous êtes fiers, mais on peut dire que c'est... Alors, vous êtes bien remerciés quand même par la population. Par rapport aux autres slides que nous avons vus tout à l'heure avec ces réponses qui étaient partagées entre le oui tout à fait et le oui plutôt, vous avez là la seule question qui met en tête et de très très loin le oui tout à fait. Si on l'additionne avec le oui plutôt, nous avons des chiffres qui sont au-delà des 90%, mais le oui tout à fait pour les seuls habitants d'Alès représente près de 82%, ce qui est un quasi-plébiscite. C'est-à-dire que tout le monde, dans son quotidien, dans sa famille, dans ses souvenirs, a une histoire, comme vous l'exprimiez bien, avec le site Richard Ducrot. On a quand même continué sur ce site-là, parce que M. Vallat n'est pas venu tout seul, effectivement, il est venu avec une équipe, et il a continué à construire, puisqu'il est venu avec 40 salariés ou 60, je ne sais pas. Oui, on avait 2 structures quand on est arrivé. Il y en a une qui avait 23 personnes et l'autre 14 personnes. Et aujourd'hui, on est 75 quand on regroupe les deux. Ouais, donc, oui, effectivement, on a pu se déplacer. Moi, je voulais revenir sur le fait que quand on est arrivé, on a eu une bonne écoute par Monsieur le maire, puisqu'il nous a expliqué qu'il avait travaillé chez Richard Ducrot et que donc on a très vite vu son implication. Je voulais revenir aussi sur le fait que ça a été effectivement une année compliquée parce que ça s'est pas fait tout seul et je remercie grandement les gens de Myriapolis parce que ils ont été derrière moi pendant une année complète, le jour, la nuit, le samedi, le dimanche, donc ça s'est toujours très bien passé. Et effectivement, on a pu arriver au bout de notre objectif industriel et à réindustrialiser ce site. Et aujourd'hui, c'est un choix que vous assumez pleinement et que vous ne regrettez pas, je suppose. Non, enfin, pas du tout, non. Non, on est très bien sur Alès, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a toujours l'écoute qu'on attend, donc tout se passe bien. On a encore quelques petites choses à finir, notamment certains aménagements de bord de route pour pouvoir sortir nos camions. Le combat continue, je crois que des freins, on en a eu là. Oui, on a eu beaucoup de freins, que ce soit et au niveau des terrains et au niveau de certaines instances qui nous ont pas vraiment facilité la tâche. Donc on a eu l'appui et le soutien nécessaire de toutes vos équipes pour arriver à résoudre tout ça. Alors dire qu'on ne l'a pas délocalisé volontairement, on n'est pas allé le chercher ailleurs pour le mettre là, c'est qu'ailleurs où il était, on lui demandait de partir. Oui, ben on a
pas de possibilité d'extension, que ce soit sur la ville d'Uzès ou sur la ville de la Grand-Combe, où on avait nos deux structures. Donc, on était, nous aussi, comme beaucoup d'entreprises, dans un contexte de crise. On voyait un peu nos marges s'effondrer et nos chiffres d'affaires baisser. Et donc, on a décidé d'attaquer des marchés beaucoup plus gros que ce qu'on était capable de faire, beaucoup plus importants. Et il a fallu trouver des solutions qui sont passées par de l'investissement et la création d'un nouveau site. Et donc, c'était une obligation pour nous pour continuer à exister. Donc, on n'avait pas le choix et je pense qu'on a pris les bonnes décisions. Très bien, écoutez, moi je vous félicite pour le risque que vous avez pris, parce qu'il y avait un risque, on le sait au départ, hein. Et il n'est pas encore tout éteint d'ailleurs, pour le courage que vous avez eu. Et je crois que les jeunes, comme nous avons là, c'est une véritable chance pour notre territoire, évidemment, de développement. Donc on compte encore sur vous, faites des petits, c'est tout ce qu'on vous demande. Merci à vous. Bravo. Merci. Alors on continue effectivement sur le développement économique. Hein. Nous avons sur le site de Richard Ducos deux sites, donc le second site qui se trouve sur la Rocade, un grand site. Il a fallu là aussi trouver évidemment un repreneur. Alors il s'est trouvé que l'habitude que nous avions de travailler avec la SNR Saint-Privat-des-Vieux, puisque nous avons participé, la communauté d'agglo déjà, à son agrandissement, à la fois techniquement, administrativement et financièrement aussi, parce que la politique des grands groupes aujourd'hui, c'est de ne pas investir dans le patrimoine. Ce qu'ils veulent, c'est l'outil de travail. Et on est tombé au moment où effectivement la SNR avait de nouvelles fabrications à mettre en place et cherchait un site. Et croyez-moi que si ça a été compliqué administrativement sur la partie basse à mettre en place, ça a été compliqué là à attirer chez nous la SNR. Vous savez qu'ils sont installés dans des sites actuellement avec des gens, des maires ou des députés qui sont beaucoup plus puissants que moi. Et il a fallu trouver les arguments pour qu'effectivement ils viennent sur Alès. Et je crois que là aussi, la bonne écoute qu'ils avaient des services nous ont permis, évidemment, d'avoir le rendez-vous qu'il fallait avec les Japonais, qu'on a reçu 2 fois, de répondre à leur cahier des charges très strict, parce qu'ils vont installer 3, 4, 5 chaînes de fabrication aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, avec que là aussi, ils sont dans un développement aujourd'hui qu'ils ne pensaient pas avoir, au travers des véhicules de luxe qui sont les Mercedes, Cayenne et compagnie. Et donc, le bâtiment sera livré, là aussi, dans les délais, à la fin du mois, pour qu'ils puissent commencer à installer leur outil de travail et démarrer. Troisième place qu'on avait, et souci qu'on avait, une vieille entreprise sur Alès, Crouzet, dans un vieux bâtiment. Et là, c'est l'Américain qui est venu nous voir en disant, écoutez, on est gêné, mais notre bâtiment n'est plus adapté à l'outil d'aujourd'hui. On a immédiatement réagi et on a décidé. Et on a décidé, pour les tenir quelques années encore chez nous, longtemps je pense, de répondre à leur attente. C'est-à-dire construire un nouvel outil de travail qui va correspondre à leur centre mondial de recherche sur les moteurs, le fait qu'on fixera sur Alès pour quelques années encore Crouzet. On a racheté le bâtiment de l'ancienne usine et par la même occasion, on l'a revendu. Et effectivement, donc on aura 2 entreprises du coup, celle qu'on a pu conserver sur Alès, c'est Crouzet, et la seconde qu'on vient de vendre, où il va se créer 40 emplois de plus que ce qu'il y a aujourd'hui dans cette entreprise, et qui est sur le site de Saint-Hilaire de Brennemasse, qui elle a vendu son site ancien et l'a revendu à une autre entreprise. Donc la chaîne fonctionne relativement bien sur le secteur, tout ça parce que, encore une fois, je crois que nous avons des services qui fonctionnent très bien. Et puis la dernière en date, où il y a un développement là aussi très intéressant, c'est la société Magen, qu'on connaît maintenant depuis quelques années sur Alès, qui est installée sur le Rieux, qui va elle aussi s'agrandir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue dans le moment économique, qui est quand même, je rappelle, le principal financeur jusqu'à aujourd'hui de la communauté d'agglo d'Alès. C'était le seul financeur que nous avions. Le centre nautique n'a jamais été payé par les familles. Il a été payé par les entreprises. L'école de musique a été payée par les entreprises, pas par les familles. Aujourd'hui, les choses vont changer puisque la loi d'aménagement du territoire, etc., a modifié les choses.
mais c'est toujours l'entreprise qui est le lieu de financement de nos collectivités majeures. Et pour continuer, évidemment, on vient de le voir pour ce jeune qui a monté son entreprise sur Alès, sortant de l'école des mines, ce qu'on appelle un Science Park, c'est unique en France. Nous avons créé dans l'école des mines, nous avons construit dans l'école des mines des bureaux ateliers pour que ces élèves chercheurs puissent devenir leurs propres entrepreneurs et continuer à travailler avec, évidemment, les compétences qu'ils ont besoin et qui se trouvent dans les ateliers de l'école des mines. Très bien. Merci, Monsieur le Président, d'avoir... Et je compléterai en disant que, et en répétant que hier soir, donc, nous avons vendu 7 terrains à 7 nouvelles entreprises qui vont venir s'installer sur le bassin d'Alès. Alors effectivement, hein, vous êtes de Paris, hein, donc vous êtes de Paris, il n'y a pas 500 employés par entreprise. Hein. Ce sont des entreprises de 30, 40, voire 100 maximum qui s'installent chez nous. Mais je crois qu'on y est très attaché parce que ça fait un tissu qui fonctionne bien. Alors il y a une des activités économiques importantes, c'est celle du tourisme pour la région, avec l'agglo d'Alès qui est un peu la porte des Cévennes, patrimoine universel de l'UNESCO. Et donc nous avons fait une question sur le tourisme en tant qu'activité économique à part entière, et notre territoire dispose d'atouts importants pour se développer dans ce secteur. Alès Agglomération et Pays de Cévennes ont-ils raison de faire du tourisme une action prioritaire? 85% d'Alès Agglo et 86% d'Alès. C'est encore très marqué, c'est une priorité. Et peut-être avons-nous un autre témoin pour ce dossier important qui est celui du tourisme. On a plaisir à venir dans votre région, on a plaisir à venir à Alès, et il y a des personnes qui n'étaient pas d'Alès au départ et qui ont rejoint Alès pour développer la filière touristique. Absolument, donc on va accueillir M. Zélinger, qui est responsable et gestionnaire du train touristique entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, qui va venir prendre place à côté de nous et qui est, je trouve, c'est quelque chose qui lui aussi, cette activité, à la fois le personnage de très emblématique de cette région, à la fois forte de ses traditions et très ouverte à tout le monde. Bienvenue. Donc le train à vapeur des Cévennes, le TVC comme on dit, qui à un moment donné a été un peu sur le fil du rasoir pour des problèmes techniques mais aussi peut-être un peu financiers, qui aujourd'hui va jouer son rôle, j'allais dire, en faisant peut-être un mauvais jeu de mots, de locomotive du développement touristique de la région. Effectivement, la locomotive, on essaye de l'être à plusieurs titres. Je crois qu'on est arrivé ici il y a maintenant plus de 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, avec un coup de poker et une main tendue d'un élu. C'était Robert Ruas à Saint-Jean-du-Gard à l'époque, qui a dit « Moi, je veux que ce train vive et je veux créer une entreprise, je veux que ce soit une entreprise. » Et on est devenu l'un des premiers trains professionnels, entièrement professionnels français. Donc on est issu de l'association, on a démarré avec une bande de copains la saison 86 à Saint-Jean-du-Gard. Et un maire à l'époque qui nous a soutenus et qui nous a aidés à avoir des emprunts importants à la banque, puisque dès les premières années, dès la première année, on a emprunté une année de chiffre d'affaires. Et ça, uniquement sur notre bonne mine et sur la confiance que nous faisait un élu. Donc voilà, on a une bonne mémoire par rapport à ça. Et ce train que l'on a repris à 30 000 visiteurs, on l'a porté petit à petit à 140, 150 000 visiteurs. On est aujourd'hui le premier train à vapeur touristique français, donc c'est une fierté, mais aussi avec des faiblesses, puisque il y a des années de canicule où on a perdu 25% de notre clientèle estivale. Il y a des années de rochers qui nous ont arrêté notre exploitation en plein été par un principe de précaution et qui ont créé aussi une perte considérable. Et on s'est rendu compte d'une certaine fragilité aussi de l'entreprise liée soit au climat, soit à d'autres événements. Et on a commencé à diversifier nos activités en assurant de la formation, parce qu'il y a une reconnaissance qui est arrivée auprès des autres chemins de fer. Et donc on a commencé à faire de la formation au métier des chemins de fer touristiques. On a commencé à faire de la maîtrise d'œuvre pour
d'autres chemins de fer aussi. Et on a même reconstruit entièrement une locomotive dans nos ateliers de Saint-Jean-du-Gard. On a, grâce à notre équipe de mécanos qui ont appris le métier, hein, qui sont que des locaux qu'on a embauchés sur place et qui ont appris le métier et qui ont découvert la passion par la force des choses du train touristique. On a restauré une machine à vapeur entièrement pour le chemin de fer de Dunières à Saint-Agrève en Haute-Loire. Donc cette loco est arrivée dans des caisses à Saint-Jean-du-Gard et elle est repartie sur un camion entière. Oui, je ne sais pas, dire qu'un Alsacien qui vient dans ses veines, c'est ça, hein, c'est pas courant, qui vient monter une entreprise dans le secteur, donc ça veut dire quelque part que l'Alsace est un patrimoine excellent aussi. Vous avez donc trouvé chez nous aussi, par l'accueil humain, un environnement quand même qui convient tout à fait dans cette vallée particulière très riche de Saint-Jean-du-Gard en Duze, un développement potentiel intéressant. Oui, ben, je disais d'entrée, ça a été la main tendue d'un élu au tout début de l'activité. Et puis ben, aujourd'hui, cet accueil il continue avec des perspectives aussi de développement touristique, parce que je crois que c'est pas une fin en soi que d'arriver à une certaine fréquentation. Il faut développer le hors-saison, il faut développer des activités un petit peu au-delà. Et je crois que Alès et l'agglomération aujourd'hui préparent des grands projets, que ce soit au niveau de Saint-Hilaire, que ce soit au niveau des fumades. Nous, on a besoin de développement hôtelier, on a besoin de développement d'hébergement touristique. Et c'est vrai que tous ces projets, pour nous, nous permettent de voir l'avenir de façon intéressante. Oui, je crois qu'il y a un environnement, là aussi, un environnement touristique qui est en train de se créer. Et heureusement qu'on avait fait ce choix dans le cadre du Pays Cévennes et de l'agglomération, de se lancer sur le tourisme. Quand on voit patrimoine universel de l'UNESCO d'un côté, les grottes Chauvet de l'autre, le patrimoine, le littoral sur la mer, on est quand même dans un secteur d'activité touristique privilégié. Moi, je le pense. Et j'ai cru bon, effectivement, de lancer dans le cadre du Pays Cévennes cette compétence touristique qui me cause quelques soucis, mais il faut faire évoluer les mentalités et il faut y aller doucement. Au même titre d'ailleurs que le projet de la zone économique de Saint-Hilaire, parce qu'on parle de golf, mais il n'y a pas que le golf, il y a aussi une zone artisanale, industrielle, des deux côtés d'ailleurs de la 2x2 des deux côtés de la route d'Uzès, une partie de l'habitat, puisque Saint-Hilaire est quand même pénalisé par le PPRI et est obligé de monter sur les cimes. Alors, c'est vrai qu'on a affaire à des combats permanents. On l'a vu pour le train, on le voit pour là. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on bouge, effectivement, nous sommes une société qui à la fois veut le tout et son contraire. Alors, moi, je considère qu'effectivement, il faut avancer. Il faut avancer et j'ai des petits-fils. Ma fille est ici, mais j'ai des petits-fils. Et je souhaite, moi, qu'ils restent à proximité de chez nous. Et c'est pour ça qu'on se bat. On se bat à la fois sur les projets industriels. Je sais pour les touristiques, alors vous avez Maison Rouge qui a démarré, puisque nous l'avons voté hier soir dans le cadre du budget. Ça sera le premier musée du Languedoc-Roussillon. C'est un musée de France, 2800 mètres carrés. C'est un investissement considérable qui est prévu pour 300 000 entrées, donc c'est quand même pas rien. C'est dans la même longueur que le train, évidemment, touristique. Ça complétera cette vallée d'Anduze, très riche d'ailleurs déjà en investissement touristique. La grotte, musée du désert, etc. La bambouserie. Hein? Et la bambouserie. Et la bambouserie, il ne faut pas l'oublier, évidemment. Ensuite, il fallait créer des niches, évidemment, des niches pour les moments touristiques. Je ne parlerai pas de Mercorol, ça a été le loupé parce que les maires ont changé, etc. Bon, bref, passons. Mais on reviendra, on ne perd pas le moral. Les termes des fumades. Qu'est-ce que je vais foutre aux termes des fumades? Petite commune qui a un site particulier privilégié, que tous les Alésiens connaissent d'ailleurs, et autres. Et nous avons là la capacité de créer une centaine d'emplois autour de ces termes. C'est chose faite. 6 ans de travail aussi, 6 ans de boulot administratif pour en arriver évidemment au résultat. Je crois que je félicite là aussi d'abord le ministre de nous avoir donné l'autorisation de la rhumatologie qui permet d'avoir un développement exponentiel et ensuite de donner à ce territoire effectivement des points d'ancrage touristique importants. Alors vous voyez la zone économique de Saint-Hilaire, l'espace sur la photo, voilà.
Vous voyez la terre en bas, vous avez le giratoire de Vézénombre, là, hein, l'entrée de Vézénombre. Vous avez déjà sur le coin une première entreprise qui est installée. Donc la zone que vous voyez en bas ne fait pas partie du golfe, ni de la zone de développement économique. C'est une zone de Vézénombre. Donc elle est considérée comme perdue. Pour ceux qui parlent, qui veulent faire de l'agriculture. Que je vous rappelle que nous avons de la terre, mais nous n'avons pas d'agriculteurs. Nous avons des commandes de produits, mais on n'a pas les agriculteurs pour les produire. Alors il y a des péréquations, des équations qui sont très difficiles à résoudre et je souhaiterais. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que sur ce site-là, nous avons acheté les terrains à l'amiable, sans problème particulier. Alors c'est vrai que nous sommes obligés de faire une enquête d'utilité publique pour tout ce que nous faisons, comme sur les fumades, etc., et qui cause souci à certains propriétaires qui nous restent aujourd'hui à négocier avec eux. Mais je me permets de leur dire effectivement que tout sera fait pour que les accords qui seront faits à l'amiable. Mais pour l'instant, je ne suis pas golfeur, je le précise. Je suis plutôt éleveur de lapins, de chèvres et de truites. Et d'abeilles. Hein. Ça m'a passé il y a longtemps, le golf je ne connais pas. Mais j'estime que si, dans cette région, nous n'arrivons pas à attirer, certains disent des riches, vous vous rendez compte, ce gros mot grossier? Grossier, ça, à Paris aussi c'est grossier maintenant, je crois, hein, pour les riches. Donc, moi non, je ne pense pas que c'est grossier, mais je pense qu'il faut y aller. On y va ? Il faut y aller pour diversifier la commande. D'accord. Diversifier la commande et permettre, comme disait tout à l'heure les industriels et vous-même, donner un environnement le plus favorable possible pour qu'on trouve de plus en plus de chefs d'entreprise qui viennent chez nous. Bien. On va remercier M. Zélinger. Merci, monsieur. Et puis, de son témoignage. Tout à l'heure, j'ai dit que le train à vapeur pouvait servir de locomotive, mais là, on va parler d'un sujet qui va faire aussi évoquer une ligne ferroviaire, mais pas tout à fait la même, puisqu'il s'agit du pôle métropolitain. Oui, à l'ESNIM, on était à l'Est, on dit à l'ESNIM, excusez-nous. À l'ESNIM. Alors, il y a 10 ans, les collectivités restaient un peu plus chez elles. Chacun pensait à son précaré. Aujourd'hui, on pense un peu plus à se regrouper pour peser un peu plus et essayer d'attirer sur ce même grand territoire un certain nombre d'investisseurs ou même de futurs habitants. Donc le pôle métropolitain à l'ESNIM, qui regroupe Alès Agglomération et Nîmes Métropole, travaille aujourd'hui autour de 3 axes principaux. Pensez-vous que cette coopération doit se renforcer sur d'autres grands projets d'intérêt collectif? L'ensemble de l'agglomération d'Alès dit oui à 81,7% et Alès, la ville d'Alès en elle-même, un peu plus, à près de 85%. Monsieur le Président, un petit commentaire sur le fait qu'Alès regarde un petit peu vers chez ses voisins pour peser encore plus fortement? Mais je crois que là, nous touchons un point sensible au bassin alésien et la réponse, pour moi, n'était pas évidente. Tout le monde connaît notre historique de patrimoine culturel et de concurrence entre Alès et Nîmes. Je ne veux pas parler du foot, évidemment, parce qu'à une époque, on était les frères ennemis, mais sur la situation. Je crois qu'aujourd'hui, territorialement parlant, Nîmes est à tous les accès, autoroute, aéroport, TGV. Alès est un peu en retrait. Donc si on souhaite que cette ville se développe normalement, comme elle doit le faire à notre époque, pour assurer encore une fois le bien-être de nos Alésiens, il faut qu'elle s'ouvre. Et ça me rassure parce qu'elle l'a bien compris. Alors effectivement, si au départ cette idée a pu faire peur, comme Alès avec la commune de Vabre à 55 habitants, ça peut faire peur, lui il va nous bouffer. Non. Je crois que cet accord qu'on a entre Nîmes et Alès nous permet effectivement de travailler sur les besoins des uns et des autres, gagnant-gagnant. Et les thèmes que nous avons mis en marche, si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas aujourd'hui inauguré, monsieur Hilaire, le viaduc de Courbesac. Alors, qu'on ne me fasse pas la ritorie, 8 minutes, quelle bande de rigolos. Les 8 minutes, je m'en tape. Je l'ai dit. Les 8 minutes ne sont pas le problème.
si les correspondances, que si vous prenez le TGV, mais quand vous arrivez à Nîmes à 11 h le soir, qu'il n'y a plus de car et qu'il n'y a plus de train pour venir à l'Est, qu'est-ce que vous faites? Or là, aujourd'hui, entre le viaduc et l'informatisation des lignes, il est possible, plus que possible, il est aujourd'hui réel que les correspondances seront assurées. Donc on pourra partir en train d'Alès, prendre son TGV à Nîmes, sans descendre en voiture, prendre le risque que vous connaissez, radar ou accident, et de saturer la route et carbone. Donc je crois que cette pôle métropolitain a permis une première réussite, c'est de décider le maire de Nîmes à donner son accord pour construire ce viaduc de Courbesac. Je rappelle encore une fois que c'est donnant-donnant. Et d'autres sujets sont en cours d'étude et viendront nourrir au fur et à mesure, évidemment, le développement de ce pôle métropolitain. D'ailleurs, ça doit être une bonne idée, puisque même le plus gros que nous, Montpellier souhaite évidemment se rapprocher de nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Quel intérêt? Université. Nous n'avons pas d'IUT à l'Est. Pourquoi pas, avec cette ouverture du territoire sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon, avec Montpellier, Nîmes et Alès, on ne pourrait pas là aussi reprendre le débat. Justement, là, M. Roustan, là, on se rend compte que sur le tourisme, par exemple, oui, les choses ont considérablement évolué et que dans ce domaine-là aussi, en l'espace de quelques années, les choses évoluent. Mais à quoi ça tient tout ça exactement? Mais je crois qu'il y a la volonté politique d'abord, en toute humilité. Hein. En toute humilité, il y a les hommes et les femmes qui composent ce territoire, qui ont envie effectivement de sortir de ce carcan dans lequel on était depuis longtemps, de s'ouvrir sur l'ensemble du territoire, de partager des projets, et surtout de les réaliser. Il y a 10-15 ans, malheureux, quand je vous disais tout à l'heure, si on avait parlé d'Himalès, on va se serrer la main, c'était les coups de savate qu'on prenait dans le stade de la Prairie lorsqu'ils venaient jouer à Nîmes, et que je connais à Montpellier, à Nîmes. Donc je crois que les choses, là aussi, évoluent, prennent de la compréhension. On prouve qu'effectivement, il y a de l'utilité. Alors certains sourient. Certains sourient, évidemment. Quelle idée encore? Un strass de plus. Mais on s'aperçoit que le fait d'avoir créé le pôle métropolitain, ça a été 5 millions d'euros de subventions l'an dernier. Cette année, on repart à nouveau sur des chiffres plus importants. Et surtout, désenclavement continu de notre patrimoine, de notre territoire. Et je crois que là, c'est une réussite complète qu'on a là-dessus. C'est que petit à petit, c'est le train. Demain, c'est le haut débit qu'on va voir. Après-demain, c'est la route qui va se finir, etc., etc. Et puis le tourisme, attendez, les arènes d'Alès sont belles, mais celles de Nîmes sont mieux. Et il y a beaucoup plus des gens à Nîmes qui vont voir les arènes que ceux qui viennent voir à Alès. Donc si on peut en piquer quelques-uns à Nîmes pour les amener chez nous, je crois que ça sera une bonne réussite. Avec le patrimoine qu'on a, je crois qu'aujourd'hui, on peut le faire. Justement, pour faire connaître un peu plus Alès à l'extérieur, au-delà même du Languedoc-Roussillon, au-delà même du territoire du Grand Sud, depuis 2012, plusieurs campagnes de communication mettant en avant l'audace du territoire d'Alès Agglomération ont été mises en œuvre afin de lui donner plus de notoriété sur le plan national. Et là, vous êtes une très grande majorité à vous dire que c'est une initiative intéressante pour favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et le développement du territoire, comme nous l'avons vu en première partie. Et arrive juste derrière, avec à peu près autour de 40%, une bonne initiative, car notre territoire mérite aujourd'hui d'être reconnu à sa juste valeur. Alors pourquoi avoir voulu cette campagne de communication au niveau national, au-delà des frontières? Peut-être un mot de M. Rivinc qui avait suivi cette... Avant que Christophe vous explique le système, je crois que c'est dans le fil conducteur qu'on était, c'est l'ouverture du territoire. Donc le territoire étant aujourd'hui compris par la population qu'il faut s'ouvrir, on le voit bien, soit sur l'agglomération, soit sur le pôle métropolitain, ben, il faut savoir. Alors, M. Rivinc, en quelques mots, quel était le concept
Oui, alors très rapidement, bien sûr, pour réexpliquer un peu, ou pour expliquer, parce que c'est vrai que la campagne Audace, vous en entendez parler, vous le voyez beaucoup, et c'est vrai que c'était un positionnement stratégique que devait vous présenter ce soir Bernadette Price, qui est excusée, donc qui m'a demandé de la représenter ce soir. Donc quel était le grand concept voulu il y a 3 ans? Déjà, il avait été décidé, par rapport à tout ce qui a été expliqué tout à l'heure par notre maire président, effectivement, d'aller un peu plus loin. Les bases du territoire étaient faites, étaient données, il fallait maintenant aller communiquer à l'extérieur, sur Montpellier, certes, mais Marseille, Lyon, Paris et peut-être l'étranger dans certains domaines. Et donc, il fallait mettre en place une marque territoriale. Et vous savez qu'effectivement, ce genre de campagne, d'autres territoires, on va parler de Montpellier, il y a une trentaine d'années avec Montpellier-la-Surdouée ou d'autres, ont investi énormément d'argent. Et c'est vrai que vous connaissez ici nos élus économes et qui ont souhaité limiter ces dépenses de communication. Alors il a fallu mettre en place des opérations pour faire en sorte, avec un minimum de moyens, de pouvoir toucher le maximum de monde. Alors cette campagne Audace va se décliner sur 6 ans, avec déjà des opérations concrètes qui ont été menées. Par exemple, j'en cite quelques-unes, et vous allez vite le comprendre, puisque beaucoup d'entre vous les ont peut-être déjà vues. Il y a eu, l'année dernière, le premier concours Audace. L'idée était, à travers lancer un grand concours, le premier concours d'idées publiques et audacieuses en France d'une collectivité, et d'inviter tous ceux qui avaient des idées audacieuses à venir les exposer à travers un concours. L'année dernière, plus de 120 dossiers ont été déposés, et vous vous souvenez du résultat. Un jury s'est réuni pendant 3 jours, a auditionné les candidats et ont déterminé 3 lauréats qui sont suivis aujourd'hui par Alès Mériapolis, qui ont reçu des prix, jusqu'à 80 000 € de prix, et qui effectivement sont accompagnés. Donc notamment, vous vous souvenez, il y a des maisons en torchis, tout ça, ce sont des entreprises qui fonctionnent. Donc c'était une première qui a pas mal marché, et pour accompagner, on a lancé des grandes campagnes dans les cinémas, par des petits films présentant l'audace du territoire, et par des campagnes d'affichage un peu partout. Donc cette année, la 2e édition continue. Il vient de se conclure aujourd'hui les candidatures du concours Audace 2e édition, donc avec beaucoup plus de dossiers. 200 dossiers ont été déposés, et il y a 35 dossiers qui ont été présélectionnés, qui vont être de la même façon reçus et étudiés par le jury dans quelques jours. Les prix seront remis fin juin, et nous espérons là encore pouvoir trouver des entreprises qui, grâce à leur audace, pourront faire parler du territoire et surtout, bien sûr, in fine, créer de l'emploi. Parallèlement, et c'est surtout la nouveauté dont je voulais vous parler, on a eu l'idée aussi de lancer, à travers une grande campagne de communication externe à Alès, le premier Raid Famille Audace. Alors, ça lie un peu tout ce qui a été déjà dit, c'est une première. Là aussi, l'idée va être de lancer, à l'image de ce qui se fait dans certaines émissions de la télé-réalité, mais bien différentes, ne vous inquiétez pas, de promouvoir le territoire. C'est-à-dire qu'on va utiliser les réseaux sociaux, on va en parler dans quelques instants, et on va faire candidater des familles en France pour venir faire un raid et découvrir notre territoire, et faire découvrir notre territoire à travers sa culture, ses paysages, son tourisme, son industrie, enfin des questions, des raids, des rallyes, des épreuves physiques et culturelles. Et nous espérons, à travers ces candidatures, il y aura des votes à travers les réseaux sociaux qui vont être mis en place, et nous espérons créer ce qu'on appelle un buzz pour faire en sorte qu'à travers ce raid, aujourd'hui en France, ces familles soient suivies par des supporters et puissent effectivement faire parler de ce territoire. Voilà une opération, ça va continuer sur quelques années. C'est un peu d'argent certes, mais c'est évident que c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui semble être plébiscité à travers cette réponse, puisque vous voyez qu'aujourd'hui les habitants de l'AS Agglomération trouvent cette idée intéressante. C'est vrai que je tiens à dire que c'était un peu courageux de poser cette question, parce que la décision était prise. Imaginez si les habitants avaient dit qu'à 20 ou 30% que c'était quelque chose de sans intérêt, ça aurait pu être embêtant. Ça n'a pas été le cas, et c'est tout l'intérêt de cette question et des risques pris. Voilà. Merci. Donc, bien, Christophe a évoqué les réseaux sociaux. C'est bien, parce que ça fait le lien avec la question suivante. Très bien. Donc, alors, au-delà des investissements, merci Bernard. Au-delà des investissements. Excuse-moi Sébastien, on va, pendant que tu présentes les réponses, Christine Zanella, qui est responsable de l'information et de tout ce qui touche à l'Internet. Très bien, elle va pouvoir commenter ces résultats. Merci. Donc, à l'heure où l'agglomération investit dans le très haut débit Internet, la communication de la collectivité via Internet et les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, notamment, vous semble-t-elle indispensable ou utile, ou peu nécessaire ou inutile, et c'est l'utilité qui est près de 50%, qu'on soit d'Alès ou de l'agglomération.
Et le côté indispensable est important puisqu'il est autour des 20%, mais il n'est pas simplement autour des 20% pour un public jeune, il l'est pour tous les âges, puisque désormais, l'Internet va toucher des grands-parents qui ont besoin de communiquer avec leurs petits-enfants et toute la société et tous les habitants d'Alès Agglomération. Oui, alors on voit qu'il y a quand même plus de 70% des personnes qui ont été interrogées qui trouvent qu'Internet est soit indispensable, soit utile. Et c'est pour ça que l'Agglo et la ville d'Alès n'ont pas attendu pour communiquer par Internet. Donc vous avez, j'imagine vous les connaissez tous, un magnifique site portail que vous trouvez à l'adresse alesceven.fr. Qui quand même accueille 22 000 visiteurs par mois, sur lesquels vous avez toutes les informations sur la ville et sur l'Agglo. Et d'autre part, vous avez l'actualité du territoire aussi, qui est mise en ligne régulièrement. Une actualité qui est également renforcée par des reportages vidéo que vous trouvez sur ce site portail et que vous trouvez également sur la web TV Alès Cévennes. Donc là, vous tapez alesceven.tv et vous avez 5 à 6 reportages par semaine qui vous décrivent l'actualité du territoire. Donc en images, fait par des professionnels, ça mérite le coup d'œil. Ça, c'est pour l'aspect information, mais on a développé aussi l'aspect utile. On y reviendra peut-être. On y revient aux questions spécifiques, aux questions spécifiques à la ville d'Alès. Je voulais revenir sur les réseaux sociaux. Mais je vous en prie. Sur les réseaux sociaux, donc, puisque maintenant ça devient incontournable, les réseaux sociaux, donc on a sauté le pas sur Alès Agglo et sur la ville d'Alès et on a créé il y a 2 mois de ça, en février, un réseau Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube, et donc vous pouvez trouver aussi sur les réseaux sociaux avec Alès Cévennes toute l'actualité en temps réel sur Facebook. Donc la ville et l'Agglo ont leur page Facebook, donc nous sommes très branchés. Nous avons 3200 fans déjà. C'est excellent. Ce qui est pas mal en 2 mois. Voilà. Et j'ajouterais que quand on fait le tri par âge, c'est chez les 60 ans et plus que la réponse utile est la plus forte, avec 50% des réponses qu'on a. Donc c'est bien que ça touche toutes les générations et qu'en particulier chez les seniors, c'est un outil qui aujourd'hui est très utilisé, notamment quand les enfants s'éloignent du cocon familial. Et puis on a une évolution exponentielle de la part des gens qui utilisent Internet aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on voit les résultats. On a pu remarquer que depuis qu'on est sur Facebook et Twitter, on a beaucoup plus de connexions, à peu près 20% de connexions en plus, sur le site portail Alès Cévennes. Donc les réseaux sociaux nourrissent la fréquentation du site un peu classique. Ouais, le rebond vers le site internet est important. Donc ça c'est intéressant aussi de voir que tout communique et tout profite à tout le monde finalement. Merci. Donc ici tu peux rester parce que tu vas peut-être réintervenir après sur les sites qui ont été créés il y a pas très longtemps. Ça féminise le système. Ouais. Donc on a terminé avec le volet agglomération et on va passer donc aux questions propres à la ville d'Alès. Voilà, aux quelques questions qui ne concernaient que les habitants d'Alès. Je vous rappelle également que l'ensemble des communes avaient la possibilité de poser des questions spécifiques. Nous ne les aborderons pas ce soir, mais chaque maire pourra ensuite donner les résultats dans chacune des communes, des 49 autres communes de votre agglomération. La répartition par quartier est assez classique, avec une surreprésentation du centre-ville, mais c'est également les quartiers les plus peuplés. Arrivent après Clavière-Chantilly et Prairie, Brésil et Pré-Rasclot. Répartition d'ancienneté dans la ville. Depuis moins de 5 ans, vous l'avez vu, 15% des répondants ne sont d'Alès que depuis le début de votre mandat de 2008, finalement. Et c'est très important parce que cela montre le renouveau de ces nouveaux habitants, de ces nouveaux Alésiens qui ont pu répondre aux questions et ont eu, pour certaines d'entre elles, des réponses spécifiques avec un œil neuf, un œil de nouvel Alésien. Voilà. On a vu d'ailleurs aussi dans les messages, beaucoup de messages sont de gens qui disent « je viens de m'installer et je suis très content d'être ici », donc c'est important. Exactement. Aussi. Et vous avez une forte représentation des plus de 15 ans, puisque ce sont ceux aussi qui s'intéressent le plus à ce qui se passe dans leur ville. Alors, première question, globalement, comment jugez-vous l'accueil dans les services municipaux de la commune d'Alès? Là, nous avons, entre les très satisfaits et les plutôt satisfaits, une addition de 78,2%,
On peut toujours mieux faire, mais il y a quand même à peu près 8 Thalésiens sur 10 qui sont satisfaits de l'accueil qu'ils reçoivent en mairie. Un commentaire ? Oui, tout simplement. Je crois que lorsqu'on a lancé cette enquête, il y a maintenant 11 ans, longtemps, on l'avait fait parce qu'on avait créé des politiques publiques et qu'on voulait connaître l'évolution et l'évaluation qu'en faisaient les Alésiens au travers de ça. Bon là, effectivement, c'est un bon jaugeage. On s'aperçoit qu'il y a des progrès à faire. Toujours. Ouais. Toujours des progrès à faire. Il y avait une grande satisfaction l'an dernier de Mériprime, l'installation d'un nouveau site avec évidemment tous les services rendus à la population sur un seul site. Et là, on s'aperçoit qu'il faut encore progresser. Hein. Je crois que ça va faire partie du travail tranquille qu'on doit continuer. Alors, une deuxième question sur le jugement de l'efficacité des services municipaux d'Alès. Pour ceux qui en ont eu l'usage, ou en tout cas se sont adressés aux services municipaux de la ville, on a un ne se prononce pas qui est un peu plus important que la diapo précédente, et on a un total de plutôt satisfait et très satisfait, un peu inférieur, mais qui montre peut-être aussi que un peu moins de personnes sont concernées. On ne va pas forcément dans l'année, quand on est alésien, dans un service municipal. Bon, c'est la même photographie, à peu près la même. Alors, autre question, depuis des années, Max Roustan anime des réunions de quartier dans les différents quartiers d'Alès. Avez-vous déjà participé à une de ces réunions? Donc on est à peu près au-delà des 37%, donc un Alésien sur 3 a déjà participé depuis qu'elles sont mises en place à vos réunions publiques, ce qui est quand même un chiffre important. Ça veut dire que vous avez des gens qui se déplacent, et on le voit ce soir, et qui sont intéressés par l'action municipale, mais que si vous aviez adressé un tout petit bilan de cette action de proximité, de cette démocratie participative que vous faites chaque année en public pour la consultation, mais pas simplement pour la consultation, sur d'autres sujets d'aménagement ou dans les quartiers, vous intervenez régulièrement. Tous les mois, il y a une réunion de quartier donc, qui fait qu'effectivement ce relationnel établi maintenant depuis 15 ans fonctionne bien. Et effectivement, c'était une question que j'ai voulu poser parce qu'on voulait savoir où on se situait. C'est vrai que le vieillissement, l'habitude des choses fait qu'effectivement, on arrive à un désintéressement pratiquement naturel. Vous dites le vieillissement, on peut mettre un petit bémol parce que les gens qui participent le moins, ce sont les 25-39 ans. Ils sont moins de 20%. Vieillissement du système. Alors que d'accord. Parce que les autres sont beaucoup plus présents, y compris les moins de 25 ans. Y compris les moins de 25 ans, ce qui est important. Oui, parce que je pense qu'ils ont peut-être plus l'habitude de parler en public, où on s'aperçoit quand même que c'est l'inconvénient. Les gens ont de la difficulté des fois à parler en public et n'osent pas poser la question, ils viennent la poser après, c'est pareil. Ou ils la posent par notre outil téléphonique. Ou ils la posent maintenant par celui-là. Donc je crois qu'effectivement, 37% de la population qui participe à ces réunions de quartier, ça ne me satisfait pas. Il y aurait 100%, ça serait mieux. Mais je crois que c'est quand même un bon score vis-à-vis des autres collectivités, je ne sais pas. Écoutez, sur les réunions de quartier, c'est assez différent de ville en ville, mais on peut dire qu'Alès, par ses enquêtes d'année en année, est un très bon élève. Après, que les habitants le perçoivent d'une manière satisfaisante, c'est une seconde étape très importante, parce qu'on peut être le meilleur élève, mais que la population ne reconnaisse pas ses efforts. Et là, on peut dire qu'ils sont reconnus par la diapositive suivante, qui est, pour ceux qui ont participé, diriez-vous que ces réunions sont utiles et efficaces? On est à plus de 80% des Alésiens qui le jugent efficace, avec oui tout à fait et oui plutôt réunis. Donc cela signifie qu'il y a une reconnaissance du contenu de ces réunions publiques qui ne sont pas simplement pour se faire plaisir, mais pour écouter et pour ensuite agir. Je crois que c'est effectivement là qu'on retrouve bien l'utilité des pôles de politique publique, qui me permet effectivement de répondre rapidement aux questions posées, aux problèmes posés, et de trouver des solutions. Et surtout le suivi des questions qui me sont posées, puisque chaque question posée est écrite et répondue à la personne qui l'a posée. Alors on n'est pas à 100%, puisque 80%. Mais on ne peut pas tout faire. Mais c'est vrai qu'on essaie de résoudre 60% des questions posées lors de ces réunions de quartier. Surtout qu'en particulier, en priorité, on le verra plus tard, les questions posées
ne sont pas des questions de grands ensembles. Je crois que c'est la vie de tous les jours, le quotidien, qui est touché par les Alésiens qui viennent à la rencontre du maire pour leur faire part de la crotte devant la porte, de la poubelle qui reste ouverte, etc. Et ce qui est utile, parce que ce qui agace tous les jours la vie et qu'il faut résoudre. Alors avec des résultats comme cela, il ne faut rien changer, il faut continuer sur ces réunions publiques. Les chiffres sont là pour le prouver. Ensuite, le conseil municipal a également voté 2 grands projets, le multiplex et l'aménagement de la place des Martyrs. Pensez-vous que ces 2 projets qui vont entrer en phase de réalisation vont contribuer à dynamiser le centre-ville d'Alès? Nous avons une très forte majorité puisque plus des 3/4 des foyers interrogés considèrent qu'il faut continuer à dynamiser le centre-ville d'Alès par des projets d'envergure. Le centre-ville d'Alès, pour vous, c'est un dossier important et les Alésiens vous suivent dans ce renouveau du centre-ville que vous souhaitez? C'était une question dangereuse pour moi, hein. Mais une question vérité. Je crois qu'avec les débats qu'il y a eu, soit en conseil municipal, soit dans d'autres réunions, effectivement, le doute pouvait persister. Mais lorsqu'on connaît la ville d'Alès, on s'aperçoit qu'effectivement, la partie basse de la ville d'Alès vit très bien, la partie haute souffre. Et qu'il fallait effectivement redynamiser ce secteur. Alors la réflexion est simple. Pourquoi là, pas ailleurs? Pourquoi ailleurs, pas là? On peut toujours en débattre et en discuter. Mais ça a été un long projet d'ailleurs, 9 ans. 9 ans qu'on y travaille, pour arriver à trouver un site effectivement qui convienne. Alors que tout le monde, dans toutes les villes, quoique ça revient vers le centre de ville. À l'époque, quand j'ai pris la décision de créer un multiplex en cœur de ville, j'ai passé un peu pour un fou. Circulation, stationnement, etc. C'était pas possible, c'était pas viable. Alors qu'on sait qu'effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que sortir en voiture, comme on disait tout à l'heure, les dangers que l'on peut avoir, soit sur la route, soit sur les radars, soit sur la table que l'on va manger au restaurant, il vaut mieux rester sur le cœur de ville où les personnes âgées, où les jeunes peuvent venir plus facilement, dans le cadre du multiplex qui va s'y créer, évidemment. Mais j'étais pas sûr quand même de la réponse. Et je crois que là aussi, ça réconforte un peu de savoir que les Alésiens, s'ils ne sont pas dans la joie exponentielle, se satisfaisent bien à 70% en gros de ce projet. Aux 3/4. Alors, ensuite, donc vous avez les vues alors ça y est, le multiplex, hein, je ne vais pas en reparler puisqu'on en a parlé souvent. Voilà. C'est vrai que ça a longtemps servi à l'opposition de nous appeler ça l'Arlésienne. Hein. Alors c'est vrai que ça fait de longs mois, de longues années, procédures, etc., pour arriver au bout. Ça y est, voilà. Nous irons au cinéma en centre-ville. Alors, au-delà... Et on conservera certainement, pour le cinéma d'art, les arcades 1 ou 2, je ne sais plus, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, en 20 ans, la ville d'Alès a connu des transformations importantes et a changé de visage. Pensez-vous que cela a amélioré l'image de la ville d'Alès? Et là, vous êtes à peu près les 2/3 à être d'accord avec ce changement et à le plébisciter, puisqu'on est dans du oui tout à fait. Et si on va additionner le oui tout à fait et le oui plutôt, on est au-delà des 90%, ce qui est excellent. Mais pour éviter d'avoir que des bons chiffres, on les a bien dispatchés, on les a bien séparés, mais au final, cela signifie que 9 Alésiens sur 10 trouvent que l'image de leur ville a évolué et a évolué positivement. Mais écoutez, je m'en réjouis pour eux, je crois que c'était l'objectif qu'on s'était donné et qu'on poursuivra encore, puisqu'on vient de voir avec la création de multiplex, d'un nouveau quartier, etc., qui apportera plus de satisfaction à tous les Alésiens. La 4e fleur, comme je vous rappelle, à Paris, vous ne l'avez pas. Et nous, la 4e fleur, écoutez, en soi, ce n'est pas la 4e fleur. Je crois que c'est l'environnement qu'on a su créer qui nous permet d'être fiers. Le travail des services municipaux. Voilà. Très bien. Alors, la ville d'Alès a développé les services en ligne, ce qui nous permettra de vous faire intervenir pour nous expliquer et commenter les résultats qui sont devant nous. Donc ces services en ligne via Internet pour faciliter les démarches administratives, ce qu'on va appeler des
e-démarche, état civil, urbanisme, espace famille, paiement en ligne. Avez-vous déjà utilisé ces services? 23,1% des foyers interrogés déclarent avoir utilisé ce service jusqu'à présent. Donc, peut-être un commentaire sur ce résultat. Là, nous avons un témoignage avec le 23,1% de personnes, ce qui est déjà important, mais je vous laisse le commenter. On avait vu à la question sur Internet, dans les questions agglo, que 70% des sondés trouvent que Internet est utile ou indispensable. Et pourtant, il y a encore beaucoup de personnes qui ignorent que nous avons des e-services, que des e-services sont à leur disposition. Donc là, je pense qu'il faut qu'on communique davantage sur ces e-services parce que ça fonctionne, vous avez pas mal de choses. D'abord, le numéro vert, vous n'êtes pas obligé de téléphoner à la mairie. Vous avez le numéro vert sur Internet, sur le site portail, alès7.fr. Et on a quand même eu cette année 2500 demandes qui sont arrivées via Internet, ce qui représente 23% de toutes les demandes. 23%. En 30 concernant donc, les interventions qu'on demande à la mairie, que ce soit pour le lampadaire, le trou dans le trottoir ou un problème de poubelle. Enfin voilà. Donc les gens qui ont des choses à dire à la municipalité peuvent utiliser ce numéro vert. Alors, on peut certainement énormément augmenter ce chiffre, puisqu'il n'y en a que 23% qui sont au courant. Donc, je le dis déjà pour les personnes qui sont là. Il faudra qu'on le redise dans le journal Alès Agglo et par d'autres biais. Vous avez aussi un espace famille donc, qui est évoqué ici, qui permet aux familles, c'est quand même très important, de pouvoir réserver la cantine de leurs enfants en ligne et de pouvoir payer en ligne. Ça, c'est un service qui est en place depuis le mois de septembre. Pour l'instant, nous avons 600 familles qui réservent et payent en ligne, ce qui est un début, effectivement, ça pourrait être bien davantage. Donc, si vous avez des enfants à la cantine, n'hésitez pas à vous connecter sur l'espace famille, que vous trouverez aussi sur le site alès7.fr. Et vous pouvez aussi demander des actes d'état civil par Internet, plutôt que de vous déplacer à Mairie Prime. Demander par Internet un acte de décès, de mariage, de naissance. Il y a eu l'année dernière, et j'arrête après avec les chiffres, 7700 demandes d'actes par Internet, ce qui représente 20% des demandes totales. Avant de passer la parole à Max Roustan, simplement, toujours un petit correctif au niveau des tranches d'âge. Chez les 25-39 ans, on arrive à 41,5%. Bah oui. Ce qui veut dire que là aussi, il faut pondérer les chiffres en termes d'utilisateurs. C'est-à-dire que par rapport aux cantines, par exemple, c'est à peu près sûr que les 25-39 ans, c'est dans cela qu'on trouve les usagers du service cantine. Oui, tout à fait. Donc, M. Roustan ? Oui, non, simplement dire qu'effectivement, c'est quand même un travail de longue haleine. Je crois que c'est au travers d'une volonté politique encore forte que les élus du pays Cévennes, à l'époque, ont créé les cyberbases, avec l'aide de la Caisse des dépôts. Et ces cyberbases, effectivement, ont permis pendant 5 ans, et ça continue aujourd'hui, puisque nous avons aujourd'hui une cyberbase à Rochebelle, on l'appelle comment elle a changé de nom depuis, mais elle est toujours à Rochebelle, ouverte au public et gratuite, pour permettre effectivement la formation évidemment des gens et s'adapter à l'informatique pour l'utiliser le plus bien possible. Je voudrais ajouter qu'il y a un autre site interactif et d'échange par Internet qui s'appelle Alès Annonce, que nous avons mis en place au mois de septembre 2012 et qui permet d'échanger entre particuliers, donc c'est gratuit. Vous avez une demande de covoiturage, de soutien scolaire, vous cherchez quelqu'un pour garder votre chien, ou au contraire, vous avez une demande pour faire garder votre enfant, votre chien, pour faire du sport, vous cherchez un partenaire de tennis, ou vous cherchez une colocation, bref. Tous les services dont vous avez besoin au quotidien, vous pouvez vous pouvez vous connecter, créer votre portrait et faire votre demande. Et les autres personnes qui ont créé leur portrait pourront vous répondre et vous proposer le service dont vous avez besoin, tout ça gratuitement. Ça démarre mollement, je dirais. On a 533 portraits depuis le mois de septembre, c'est pas extraordinaire. Donc il ne tient qu'à vous d'utiliser ce site qui était vraiment à votre disposition. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est un souhait des Alésiens finalement que tous ces dématérialisations, ces démarches administratives dématérialisées soient développées. Vous le voyez sur les résultats qui sont affichés, 67% des habitants, des personnes interrogées souhaitent plus de dématérialisation
dans leur collectivité. Vous l'avez cité, Alès s'est mis à le faire, le fait et le propose, mais peut-être un peu plus de communication auprès des habitants et un peu plus de témoignages de la simplicité de ces démarches auprès des publics qui ne sont pas forcément habitués à l'usage d'Internet. Alors c'est pour ça que mon ami Maracho des années chez Morès, Aimé Cavalier, c'est les cyberbases de la fraternité. Avec un petit trou. Le préciser aussi, un gros travail qui est fait dans le milieu scolaire aussi, oui, par rapport à tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les générations qui arrivent, ce seront certainement beaucoup plus des usagers de ces systèmes que les générations actuelles. Merci pour ce témoignage qui nous permet de savoir un peu plus concrètement ce qui se fait et surtout qui nous permet aussi de voir l'importance de certains messages laissés par les habitants sur le répondeur où ils parlaient justement du site Alès Annonce qui est apprécié pour ceux qui l'utilisent aujourd'hui. Alors, parmi les compétences de la ville d'Alès, il a été posé une question sur celle qui semble être la priorité, cette compétence prioritaire pour les années à venir. Et ce n'est pas une surprise, mais on ne pensait pas qu'elle l'emporterait autant. La sécurité est largement en tête des priorités pour les foyers sondés. Avec 50,4%, elle arrive très majoritairement en tête par rapport aux autres propositions qui sont également importantes aux yeux des Alésiens, mais qui ne sont pas jugées comme la priorité. Je vous laisse le commentaire, monsieur le maire. Oui, sachant que les gens ne pouvaient répondre qu'une fois. Ils ne pouvaient répondre qu'à une seule proposition, en effet. Alors, je crois qu'il ne fallait pas être divin là-dessus, pour s'apercevoir que la sécurité, aujourd'hui, est un des soucis majeurs de notre population, comme la propreté, et pourtant, il est à 8,6%. Il aurait fallu poser 2 fois la question différente pour qu'on jauge les deux. Mais c'est vrai que la sécurité est un élément important. C'est un élément important dans notre vie de tous les jours, et je crois que, malheureusement, les événements qui sont produits ces jours-ci ne font que prouver qu'effectivement, il faut se pencher à juger. C'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons, malheureusement, et heureusement, mais malheureusement, une police municipale importante. Je crois que ça a été l'élément, une volonté politique, là aussi, effectivement, d'avoir cette police municipale qui permet d'assurer, autant que ça se peut, dans ses compétences qu'elle a, une partie de la sécurité sur ce territoire. Mais c'est vrai aussi que ce n'est pas suffisant. Et pour compléter cette démarche-là, donc, si vous voulez, dans la réflexion qu'on a eue, parce qu'on avait essayé au départ de créer des postes de police par quartier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas suffisamment de monde, etc. Ça ne marche pas. Donc il a fallu trouver d'autres solutions. Et c'est pour ça qu'on est venu nous aussi, effectivement, lors de la réflexion que l'on a faite, d'installer, évidemment, la vidéo protection. Et alors là, grand débat. La vie privée, on nous espionne tous les jours. Je crois que on déplace... Alors ça, c'est un peu vrai. On déplace un peu la délinquance. Mais comment faire? Comment faire? Quand on a des rues qui ne sont plus sécurisées, quand on ne peut plus sortir le soir, quand les gens se font agresser pour rien dans la rue. Il est vrai que cette vidéosurveillance aujourd'hui, dommage qu'on n'ait pas de témoignages, apporte beaucoup d'efficacité sur son territoire. Et vous savez, on l'a vu dernièrement lors de voyous qui venaient dans une bijouterie, on a suivi et on les a arrêtés 2 heures après. Alors le conseil municipal a donné son feu vert pour l'implantation de 33 nouvelles caméras de vidéoprotection en ville. Diriez-vous que ces caméras sont utiles et efficaces pour faire reculer l'insécurité? 83,4% d'avis favorables, en comptant les tout à fait, qui sont à près de 60%, et les plutôt favorables. Alors, ce qui est intéressant dans ce chiffre-là, c'est son évolution. C'est aussi de voir que l'année dernière, une question quasi similaire avait été posée, et nous étions au total des oui tout à fait et des oui plutôt à 76,2. Donc il y a une augmentation, et la question posée il y a 10 ans
ici, à Alès, ou dans toute autre collectivité de taille moyenne, comme nous pouvons avoir à les sonder, tend à prouver que l'on était à une réticence de la population avec simplement une courte majorité pour certaines villes, comme le Plessis-Robinson, qui a décidé de mettre en place la vidéosurveillance après une consultation de la population où il n'y avait eu que 51% de personnes favorables. Vous voyez, donc c'est très important de voir cette évolution. Elle est rentrée dans le quotidien des Alésiens et c'est quelque chose qui rassure. Et elle prouve son efficacité, et au fur et à mesure qu'elle s'étend sur la ville, effectivement, la réponse devient là aussi plus positive. Je vous remercie de votre attention.